Chers auditeurs, un grand merci à tous pour votre présence. Je suis très heureuse d'accueillir quelques éminents représentants du Club Landois pour cette table ronde dont le thème est les entreprises face aux défis intergénérationnels. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h10. Mais en introduction, écoutons Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui aurait beaucoup aimé se joindre à nous et qui nous a fait l'honneur d'introduire cette table ronde. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Un très grand merci d'avoir accepté de participer à cette journée de débat sur l'intergénérationnel organisée par la chaire de transition démographique, transition économique, par le groupe Bayard et par Radio France. Alors vous nous faites l'honneur d'introduire la table ronde du Club Landois avec la participation d'un certain nombre de leurs membres, notamment Marguerite Bérard, directrice des réseaux France de BNP Paribas, Hervé Naveloux, directeur général de L'Oréal. Nous avons Fabienne Dulac, directrice générale adjointe d'Orange et présidente d'Orange France. Nous avons Philippe Val, président-directeur général de La Poste. Christian Schmitt de la Brélie, directeur de Clésia. Et Alexandre Viros, qui est le directeur d'Adecco. Alors, le thème de notre table ronde est les entreprises face aux défis intergénérationnels. Alors, au sein du Club Landois, nous pensons que la transition démographique est une chance pour autant qu'elle soit anticipée. Avec les membres du club, nous y travaillons activement et la prise en compte de l'intergénérationnel pose un grand nombre de questions au sein des entreprises pour l'emploi, d'autant plus dans le contexte actuel. Alors, la relance économique passera par les entreprises, elle passera par l'emploi. Or, l'entrée sur le marché du travail des jeunes a été fortement compromise par la crise sanitaire. Êtes-vous en mesure de proposer quelque chose pour résoudre ce problème ? Alors c'est évidemment une préoccupation importante. Depuis le début de la crise, on sait que les jeunes sont systématiquement les victimes quand on a des crises économiques telles que celles que l'on traverse. C'est pour ça que dès le départ, en fait, dès le mois de juillet dernier, on a élaboré et on met en œuvre depuis ce mois de juillet le plan Un jeune, une solution, qui est un plan inédit, massif, de 9 milliards d'euros pour aider les jeunes à trouver un emploi, un apprentissage, une formation et pour accompagner les jeunes qui sont le plus éloignés de l'emploi vers l'emploi. C'est vraiment une priorité du président de la République. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que ce plan il porte ses fruits. On a eu 1,5 million de jeunes qui ont été recrutés en CDD de plus de 3 mois et en CDI, donc des jeunes de moins de 26 ans, c'est-à-dire quasiment autant que ce qu'on avait pu observer avant la crise, donc d'août à mars. On a également battu tous les records en matière d'apprentissage, grâce notamment au soutien qui était apporté aux entreprises, aux primes à l'embauche d'apprentis. On a dépassé le cap des 500 000 apprentis et puis on a beaucoup de jeunes qui ont pu s'engager dans un accompagnement vers l'emploi. 200 000 jeunes depuis le début de l'année et l'objectif est d'accompagner 1 million de jeunes vers l'emploi avec vraiment un accompagnement dédié, un accompagnement collectif, individuel, des immersions en entreprise. Je crois que c'est vraiment notre priorité dans cette crise de s'assurer qu'aucun jeune ne reste sur le bord de la route. C'est pour ça qu'à la demande du président de la République, moi je travaille actuellement à un dispositif de garantie jeune universelle qui vise à garantir à chaque jeune qu'il peut avoir droit à un accompagnement personnalisé vers l'emploi et à une allocation financière, donc une aide financière, s'il en a besoin. Très bien, un grand merci. Alors, si le travail est une denrée très rare pour les jeunes, il est aussi une denrée rare pour les seniors. Alors, comment fait-on ? Je crois qu'on peut dire déjà que les seniors ont été très protégés dans la crise, notamment grâce à tous les dispositifs qu'on a mis en place pour protéger les emplois au sein des entreprises, que ce soit l'activité partielle ou l'activité partielle de longue durée, qui va du coup permettre
sur 24 mois aux entreprises qui signent aujourd'hui un accord de bénéficier d'activité partielle, donc d'une prise en charge d'une partie de la rémunération de leurs salariés, dans des conditions qui sont très, très attractives pour les entreprises. Notre objectif, c'est de ne pas refaire ce qui s'était passé après la crise de 2008-2009, où on sait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient dû licencier des collaborateurs qui ont manqué au moment de la reprise, au-delà des drames personnels que ça peut représenter. Donc tous ces dispositifs, ils ont vraiment, là encore, eu un effet qu'on peut mesurer au 3e trimestre. Vous voyez, les seniors, les plus de 50 ans, leur taux de chômage était plus faible au 3e trimestre 2020 que ce qu'il était au 3e trimestre 2019. En fait, avec ce bouclier de l'activité partielle, on a évité les licenciements et donc on a effectivement ce taux de chômage plus faible pour les seniors. Et il faut avoir en tête que le taux de chômage des seniors est beaucoup plus bas que le taux de chômage de la population en général, puisque c'est plutôt les jeunes qui ont un taux de chômage plus élevé. Pour autant, moi je suis très consciente qu'il faut aussi s'occuper de cette question de l'emploi des seniors. D'abord, on a un certain nombre de salariés qui ont pu avoir un travail pénible, enfin un travail difficile, et qui peuvent ne plus être en situation de continuer dans ce même métier. Et puis on a aussi, parfois dans des entreprises, pas toujours porté l'attention suffisante à l'accompagnement, à la formation tout au long de la vie des salariés, et du coup ça peut créer une sorte d'obsolescence des compétences auxquelles il faut être aussi très attentif. Donc c'est un sujet important sur lequel nous souhaitons pouvoir engager des concertations avec les partenaires sociaux. Alors moi, il y a un chiffre et tout ce que vous dites, nous y sommes très sensibles au sein du club parce que nous y travaillons beaucoup. Nous allons passer 27 ans en moyenne à la retraite. Cette période considérable reste encore largement à construire et à inventer. Est-ce que prévoir une transition entre la fin de vie professionnelle et le début de la retraite et former massivement les seniors en entreprise à l'idée d'une retraite active, ne serait-ce pas une priorité ? Je pense que c'est un sujet important. C'est évidemment une rupture forte dans un parcours personnel quand on part à la retraite. Du coup, il y a un certain nombre de branches professionnelles, je crois que c'est de l'ordre de 50, qui se sont emparées du sujet et qui précisément accompagnent les salariés vers la retraite, d'abord en les aidant à faire valoir leurs droits, mais aussi à préparer cette retraite, et je pense que c'est quelque chose d'important. Ensuite, moi je suis persuadée qu'il peut y avoir une vie active après la vie professionnelle qui a vraiment besoin de ces retraités, notamment les jeunes retraités, pour faire vivre notre tissu associatif, notamment, qui a un rôle très important de cohésion sociale dans notre pays. Et on souhaite encourager le mentorat. Le président de la République a annoncé qu'on voulait démultiplier les possibilités de mentorat. Je crois que dans des moments comme ceux qu'on connaît, c'est plus important que jamais d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui peut tendre la main à un jeune pour l'aider dans son entrée dans la vie professionnelle. Et je crois que ces jeunes retraités peuvent tout à fait aussi jouer un rôle très précieux pour accompagner ces jeunes qui n'ont pas forcément les codes, qui n'ont pas forcément de réseau, et les aider à rentrer dans la vie professionnelle. Un très grand merci, Madame la Ministre. Alors, ils me pardonneront. Hervé Navelou est directeur général de L'Oréal France, Christian Labrély est directeur général de Clésia, Alexandre Viros est président France du groupe Adecco. Il me semble que j'ai écorché quelque peu les titres. Chers auditeurs, merci de noter que vous pouvez envoyer vos questions par SMS au numéro qui s'affichera en bas de l'écran. Alors, nous venons d'entendre Elisabeth Borne. Elle est à la une du journal La Croix ce matin et je la cite, « Il ne faut pas mettre en concurrence les jeunes et les seniors. Comment peut-on permettre un marché de l'emploi plus intergénérationnel ?» Marguerite Bérard, comment répondriez-vous ? Votre micro est fermé, Madame Bérard. Si je puis me permettre, votre micro est fait.
Et là, est-ce que c'est mieux? Bonjour Oui, à c'est tous. parfait. Bonjour Sybille, bonjour à tous. Euh, je disais qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent dans l'entretien que vous avez eu avec la ministre et que je voudrais essayer d'illustrer modestement avec des choses qu'on porte chez BNP Paribas, à la fois en tant qu'employeur et aussi en tant que banque pour nos clients. Euh, En tant qu'employeur, d'abord parce que cette année 2021 et 2020, ces 2 années ont été particulièrement rude, on a fait un choix qui était de maintenir et de confirmer nos ambitions de recrutement. Et donc, on a fait un truc assez simple, c'est qu'on s'est dit, on fait 3 fois 2000. 2000 recrutements en CDI, 2000 alternants, 2000 stagiaires en France. Et pour les alternants, parce que c'était une période très, très inquiétante, très stressante pour les familles, ce qu'on a décidé de faire, c'est de leur confirmer, sans même attendre leur diplôme, qu'ils avaient un CDI chez nous. Donc, dès lors qu'ils obtiennent ensuite leur diplôme, ils savent qu'ils sont pris chez nous et on l'a fait voilà, dès le mois de mars sans attendre la suite pour eux. Deuxième élément, c'est un point que mentionnait la ministre et auquel on est très, très attaché, le mentorat. Ça fait un certain nombre d'années que nos collaborateurs euh, s'impliquent beaucoup dans le mentorat. On a, pour ce qui nous concerne, quelques 500 personnes qui, avec des associations comme nos quartiers ont du talent, avec les écoles de la deuxième chance, avec la DIP, s'impliquent pour accompagner plusieurs heures par mois des jeunes et leur apporter euh, ce que nous pouvons leur apprendre. Et c'est un lien qui a été très, très précieux, je crois, ces derniers mois. Et puis, ce qu'on essaye aussi de faire pour les, euh, pour les étudiants, pour les jeunes euh, qui sont nos clients, et d'ailleurs pas seulement ceux qui sont nos clients, on a monté quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur avec Article 1, qui est une très belle association, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un tiers de jeunes, un élève sur trois, qui renonçaient à certaines formations parce qu'ils n'avaient pas avec leur famille les moyens de l'assumer. Et donc on a mis en place euh, des prêts pour financer ces études sans aucune caution, sans garant, pour leur permettre de faire des études dans les grandes écoles ou ailleurs et les accompagner sur ce chemin-là. Une chose qui me marque aussi, on a une plateforme qui s'appelle Campus Service, qui a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs parmi les étudiants et qui, en partenariat avec un certain nombre de startups, propose des services aux étudiants. Et sans surprise, hein, parmi les services qui ont été plébiscités ces derniers mois, j'en compte trois. Il y a Phoebe, qui est un outil qui permet de rechercher de manière géolocalisée des subventions et des bourses. Il y a Wizbee qui permet de faire, enfin, de rechercher des emplois. Et puis le dernier, c'était Spico qui permet de faire de l'apprentissage des langues à distance. Et donc ces derniers mois, c'est ce que les étudiants qui utilisent cette plateforme ont plébiscité. Je voulais enfin, parce que je suis très, très sensible à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que emploi des jeunes et emploi des seniors ne doivent pas être mis en opposition. C'est pour ça que nous, dans les recrutements qu'on fait, on réserve un tiers de nos recrutements à des postes experts, c'est-à-dire à des gens qui ne rentrent pas là juste sur le marché de l'emploi. Et aussi, euh, ce à quoi on est très attentif, c'est dans l'entreprise à accompagner nos salariés. Je pense en particulier à tous nos métiers de la tech, à tous nos métiers des développeurs, des codeurs, etc., sur lesquels assez rapidement on peut se retrouver, avoir le sentiment d'une obsolescence parce que ça va vite. Et on a des programmes, alors on emploie des mots anglais, mais voilà, d'upskilling, de reskilling, pour les accompagner et avec des succès qui sont incroyables, à la fois en satisfaction des intéressés, mais aussi des équipes qui les accueillent ensuite. Ce sont des programmes qui peuvent être assez lourds, hein, plusieurs mois, avec des formations certifiantes à la clé. Et moi, ça me donne énormément d'espoir et de joie parce que c'est très, très, très efficace. Un grand merci, Marguerite. Merci, Philippe Sybille. Val. Philippe Val, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à l'intervention d'Elisabeth Borne?
sur cette question de l'emploi intergénérationnel? D'abord, il faut que nos entreprises représentent la population tout entière, c'est-à-dire qu'on puisse y trouver des jeunes et des seniors en préparation de leur retraite. Nous, on a, en tant que très grand employeur en France, puisqu'il y a 220 000 postiers qui travaillent en France, on a pris garde de bien maintenir notre appel aux alternants. Et donc, on va accueillir plus de 5 000 alternants cette année, une fois de plus. Alors même que les besoins auraient pu être inférieurs, il nous a paru très important, dans cette situation du pays et de la jeunesse, de leur permettre de rentrer dans le marché du travail. Et s'il y a une vraie réussite des politiques publiques dans la période récente, c'est, nous semble-t-il, un meilleur fonctionnement, une meilleure fluidité des parcours des alternants. Dans l'autre partie du spectre, c'est l'idée d'une retraite progressive, soit retraite à temps partiel au début, soit le mécénat de compétences, parce qu'il nous a paru absolument essentiel de ne pas perdre en compétences en accompagnant les jeunes retraités. Donc, on a vraiment dans l'esprit de nourrir notre force de travail en intégrant des alternants et de ménager de manière transitoire et progressive le départ à la retraite, car il ne faut jamais l'oublier, il y a des vraies pertes de compétences et de compréhension du monde avec les départs à la retraite. Raison pour laquelle le mentorat est également très développé pour faire fonctionner une manière d'amalgame entre les tout nouveaux et ceux qui sont extrêmement expérimentés. Et c'est quelque chose que nous nous efforçons de mettre en œuvre. Enfin, et précisément dans les parties de notre groupe où nous sommes face à un phénomène d'attrition, vous voyez bien tous que la courbe des lettres, elle est comme ça. Nous avons essayé dans la période récente de recruter des gens plutôt âgés. C'est-à-dire qu'on a fait appel de manière surprenante à des recrutements massifs de gens au-dessus de 50 ans, parce que on se disait que on était certain de pouvoir les employer en CDI pendant cette période, mais qu'on n'était pas absolument certain d'une espèce de promesse d'emploi sur 40 ans. Donc, il faut mener les deux en parallèle, et c'est quelque chose de particulièrement important. Sur le mécénat de compétences dont je parlais à l'instant, l'idée est bien, comme Landois le souligne, de préparer les gens à l'après-travail. Et ce mécénat de compétences est pour les 2 ou 3 dernières années d'une carrière professionnelle, disons entre 58 et 61 et 62 ans, une excellente façon de se préparer au monde d'après et aussi de capitaliser sur les compétences. Et pour ce faire, la Poste travaille de manière extrêmement étroite avec le monde associatif et l'économie sociale et solidaire. Et c'est comme ça, à la fois que nous mettons à disposition de nos partenaires associatifs les savoir-faire des postières et des postiers, et que nous préparons les postières et les postiers à la retraite par un engagement sociétal. Tout ceci est bien sûr cohérent avec notre propre stratégie, celle d'une entreprise, la Poste, qui est engagée pour ses clients et engagée pour la société tout entière, dans sa dimension d'équilibre social, de solidarité territoriale et d'impact environnemental. Donc, mettre les futurs jeunes retraités en liaison avec les associations nous a paru une très bonne solution, et on est en train de parler là de centaines de dispositifs de mécénat d'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important chez nous.
ce sujet intergénérationnel me paraît bien, et c'est bien qu'après que Landois ait mis beaucoup l'accent sur la silver economy, sur la gestion de l'autonomie, du bien vieillir ensemble, on rappelle qu'il est nécessaire pour une entreprise, pour une société, d'intégrer les jeunes et de les faire bénéficier du travail commun avec les personnes plus expérimentées. Voilà ce qu'on peut dire, et nous sommes à la fois très engagés et très fiers de ce qui se fait avec tous nos partenaires. Voilà, Sybille. Merci Philippe. Fabienne Dulac, bonjour. Bonjour Sybille. Alors sur cette question, effectivement, l'entrée sur le marché du travail des jeunes, le maintien des seniors en activité, comment ça se passe chez Orange? Alors, cette question de l'intergénérationnel, elle n'est pas nouvelle pour Orange comme pour la plupart des entreprises, particulièrement pour nous parce qu'au final, nous sommes face depuis 7 ou 8 ans à une évolution importante de notre pyramide des âges, avec énormément de départs en retraite, presque 6 000 par an, qui nous ont amenés à énormément recruter. Donc ce sujet, il était au cœur de notre enjeu stratégique et au cœur de nos politiques RH. Il faut néanmoins reconnaître que la crise sanitaire que nous venons de vivre, qui se double d'une crise économique, rend le sujet encore plus prégnant et avec plus d'acuité, et va nous obliger à rechercher encore un peu plus d'équilibre, et un équilibre parfois complexe, malgré évidemment toutes nos intentions. Il y a pour moi 2 sujets très différents que sont la place des jeunes et le recrutement des jeunes, et au final les seniors, avec d'ailleurs dans les seniors des problématiques différentes. Sur la place des jeunes, moi ce qui m'a frappé, c'est que je lisais une étude qui pointait du doigt le fait que 36% des jeunes de l'année dernière, en 2020, qui avaient entamé un processus de recrutement, a été annulé. Ça veut dire qu'on voit bien qu'on va avoir, malgré les tensions économiques, un enjeu fondamental de mettre le pied à l'étrier des jeunes pour les faire rentrer dans la vie économique. C'est clé pour les entreprises, mais c'est aussi clé pour la société qu'on est en train de construire et pour éviter des fractures de demain. Et évidemment, on a recours, comme toutes les entreprises, au recrutement. 50% de nos recrutements de l'année 2020 ont été dédiés à des jeunes, mais aussi évidemment à des leviers comme l'alternance, qui a toujours fait partie des activités d'Orange. Aujourd'hui, nous avons dans nos murs 4700 alternants. C'est à peu près 6% des effectifs. Et le point que je trouve très important, c'est que l'alternance que nous pratiquons depuis plusieurs années se développe, mais au-delà de se développer, s'enrichit. Qu'elle n'est plus uniquement dédiée à des métiers très opérationnels ou des métiers techniques, technicien d'intervention chez nous ou vendeur. Elle a véritablement pénétré toute l'entreprise et notamment avec, dans les grandes écoles, des propositions pour des Bac+5, Bac+6, de faire de l'alternance. Et donc, je trouve que ça en fait un vrai outil, à la fois pour les jeunes et en même temps pour l'entreprise, de transformation. Donc ça, c'est évidemment important pour nous et on va continuer de le déployer, comme Philippe l'a précisé, ou Marguerite également sur les stages, 2500 stagiaires, et évidemment, nous avons maintenu ces efforts-là et il va falloir les maintenir. Il y a aussi pour moi un point très important qui va soutenir, et là c'est plutôt dans les vents positifs qu'on a dans le dos, l'emploi des jeunes, c'est qu'on voit bien que cette crise sanitaire, elle s'est doublée d'une accélération de la révolution numérique et de la transformation de l'ensemble de nos économies, avec plus de digital, plus de data, plus d'IA, auxquels sont beaucoup plus formés les jeunes générations que nous-mêmes ou que les seniors. Donc là aussi, il va falloir qu'on table tous sur ce besoin de compétences nouvelles, de ces renouvellements de compétences dont on va avoir besoin pour aussi tabler sur le soutien au recrutement des jeunes. Je pense que ça sera clé pour les entreprises pour affronter la relance et la reprise de demain. Si on regarde les seniors, pour moi, la question des seniors, elle est toujours un peu complexe parce que, je rappelle, on est senior à partir de 45 ans dans certaines études, voire 50 ans, c'est quand même. On a à peine comme. On pourrait débattre, on est d'accord. La question des seniors, elle a une double composante chez Orange et au final, elle interroge 2 sujets différents. Un, plutôt les 50-60 ans. Comment, au final, l'entreprise concourt à développer l'employabilité des seniors? Et c'est ce que soulevait Marguerite tout à l'heure autour de l'upskilling ou du reskilling. Comment je développe les compétences des seniors
pour que globalement, ils soient toujours employables dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise par de la formation continue, par de l'apprentissage permanent, par le fait que, une donnée importante, 85% des métiers qui seront opérés en 2030 n'existent pas encore. Donc nous-mêmes, nous allons tous rentrer dans des logiques de apprenantes permanentes pour être capables de s'adapter au métier et à la transformation que l'on vit. Et ça, c'est pour moi fondamentalement une nouvelle mission de l'entreprise, à la fois pour ses propres besoins, parce que sinon elle sera reléguée et elle n'aura pas les moyens au final de suivre la transformation numérique, sociétale, économique est en train de jouer, et puis elle en a aussi besoin, j'allais dire, par rapport à son devoir de maintenir l'employabilité de ses équipes. Et puis il y a un deuxième volet des seniors, plutôt tel que Philippe Val l'a précisé, quand on arrive vers la fin de carrière et accompagner effectivement ces derniers mois, dernières années. Là aussi, comme beaucoup d'entreprises et des grandes entreprises, on a développé le mécénat de compétences. C'est à peu près 3100 salariés qui sont en mécénat de compétences. Et le point intéressant que nous avons noté ces dernières années, c'est que 30% d'entre eux, au final, passé l'entreprise, sortis de l'entreprise, continuent cette activité dans le monde associatif sans le soutien de l'entreprise. Donc, ce que je trouve moins intéressant, c'est que nous mettons le pied à l'étrier de la bascule entre l'activité et la non-activité, c'est-à-dire ce passage en retraite. Mais ce que les entreprises arrivent presque à faire, c'est aussi à créer une activité post. Lorsqu'on a vraiment quitté l'entreprise, après le mécénat de compétences, pour là encore créer, j'allais dire, des services presque un peu civiques, ou en tout cas une activité qui trouve sa place en dehors du pied à l'étrier que nous aurons mis, et pour qu'elle vienne là encore concourir à construire la société de demain. Au final, tous ces sujets qu'on a évoqués depuis tout à l'heure, elles reviennent à essayer de se dire que l'entreprise, c'est à la fois un générateur évidemment de profitabilité, de performance, mais c'est aussi un générateur et un créateur de liens sociaux dans l'intégration des jeunes et puis dans l'aide à la sortie des plus âgés, des seniors qui doivent continuer de nourrir la société. Donc voilà, c'est pas simple, il faut être honnête, c'est un équilibre, je le disais en introduction, complexe, qui demande évidemment un énorme investissement de la part de l'entreprise, des fonctions RH, de l'ensemble des parties prenantes, mais je pense que vraiment ça, c'est nécessaire, et c'est nécessaire aussi par rapport à la société qu'on est tous en train de construire là. Merci Fabienne. Hervé Navelou, bonjour. Je ne sais pas si Hervé est avec nous. Si, il est avec nous. Bonjour Hervé. Je ne vous entends pas. Voilà, ça y est, c'est bon. Fabienne Dulac, parfait, c'est parfait, je vous entends. Fabienne Dulac vient de nous dire l'entreprise créateur de liens sociaux. Pour L'Oréal, dans ce lien entre embauche des jeunes dans la situation actuelle et maintien dans l'emploi le plus longtemps possible pour les seniors, avec la prise en considération effectivement l'accompagnement dans ce deuxième temps de vie. Comment ça se passe pour vous chez L'Oréal ? Écoutez, bon, nous on est, comme beaucoup d'entreprises présentes que je salue, on est une entreprise avec une diversité de métiers, de générations, et donc effectivement très sensibilisée aux thèmes qui sont évoqués aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs, avant de traiter celui des jeunes, de leur intégration, et puis celui des plus seniors, moi ce qui me frappe aujourd'hui et qui en tout cas me mobilise, c'est plus globalement le sujet de l'employabilité en général. Je pense qu'on rentre... L'Oréal, en tout cas, le voit dans son secteur, mais je pense que c'est le cas d'entre nous tous. On rentre dans une époque où il va falloir que tous apprennent à apprendre en permanence. Les durées de vie de nos compétences vont se réduire avec l'évolution des technologies, le changement des modèles, et je crois que l'époque dans laquelle nous avons tous vécu dans les 50 dernières années, où nous acquérions des compétences qui effectivement s'exerçait sur plusieurs dizaines d'années, je crois que ça va changer. Donc on a, me semble-t-il, un challenge et un défi gigantesque, très intéressant d'ailleurs, d'effectivement apprendre à nos organisations à se s'upskiller, effectivement c'est le terme anglais, de façon continue et de façon massive. Et ça, moi je le vois à la fois dans les métiers de marketing, dans les métiers de recherche, dans les métiers
logistiques, dans les métiers financiers. Bref, ça c'est pour moi un peu le chapeau global, et je peux vous dire que c'est un des sujets centraux qu'on a au niveau du groupe, en France en tout cas. Alors après, sur les sujets plus spécifiques que vous évoquiez, bon, d'abord évidemment, nous-mêmes sommes un recruteur assez régulier, pas forcément aussi important en masse que ne le sont La Poste ou Orange, mais néanmoins, bon, on est un assez gros employeur. Et comme je le disais tout à l'heure, il est évidemment dans cette crise sanitaire, d'abord, premier réflexe, c'était évidemment d'être proche et solidaire de ces jeunes générations et de surtout pas remettre en question nos politiques de stage, nos politiques d'apprentissage. On les a même plutôt en fait renforcées, à la fois les stages qu'on a adaptés évidemment en termes de format comme je le précisais, mais aussi les contrats d'apprentissage, à la fois dans nos affaires business, en recherche et dans nos usines et dans nos structures d'opération. Et puis deuxième élément, vis-à-vis des jeunes aussi, plus globalement, en dehors même des métiers et des recrutements que nous avons faits et que nous avons maintenus par ailleurs, puisqu'on recrute à peu près 800 jeunes par an. On a maintenu ce chiffre-là. Un effort particulier qu'on a mené cette année a été au-delà de ces différents dispositifs, ça a été effectivement d'accroître encore notre proximité et notre aide et notre solidarité auprès des jeunes des banlieues en difficulté. De les aider eux-mêmes à réfléchir à leur avenir, de les coacher. On a organisé différentes tables rondes auprès d'associations dans ce domaine-là, avec l'ensemble de la participation de nos RH, très impliqués. Et puis, on les a équipés aussi pour pas mal d'entre eux en matériel pour qu'ils se connectent, pour qu'ils suivent leurs cours, pour qu'ils s'intègrent le mieux possible dans cette période difficile. Donc ça, c'est pour la partie des jeunes. Sachant encore une fois que même pour ces jeunes, une fois rentrés, je pense que très vite, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'enjeu va être pour eux effectivement de rentrer dans une entreprise qui leur apprend aussi à s'adapter, à se former et à être dans cette logique permanente d'apprentissage. Je pense que c'est vrai d'ailleurs franchement à tous les niveaux de l'entreprise. On parle des jeunes, on parle des seniors. Je pourrais parler de moi-même. Je passe beaucoup de temps aujourd'hui, même en tant que dirigeant, à me remettre en question et à apprendre, et je trouve ça dire passionnant. Sur les seniors, ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que, par exemple, pour L'Oréal, quand je regarde nos effectifs, en fait, nous avons 44% de nos effectifs qui ont plus de 45 ans. Je pense qu'on a depuis toujours accompagné cette population là aussi en matière de formation. On est chez L'Oréal assez attentif aussi depuis longtemps à les faire évoluer. Et by the way, au niveau des évolutions professionnelles, en 2020 par exemple, 30% d'entre elles ont concerné des seniors. Donc c'est une population qu'on anime et qu'on continue d'animer jusqu'au bout. Et ça me paraît aussi assez important. Et c'est vrai qu'on continue bien sûr d'être extrêmement actif en matière de formation. On a en 2020 par exemple fait en sorte que 85% d'entre eux bénéficient bien sûr au moins d'une action de formation in class, et donc c'est quasiment proche de la moyenne par ailleurs de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc les former et aussi bien sûr les préparer à changer de vie pour ceux qui effectivement s'approchent du moment de la retraite, et le sujet a été évoqué tout à l'heure. Bon, c'est aussi bien sûr ce sur quoi on travaille. Et c'est très important. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on faisait moins bien avant, mais c'est effectivement préparer, anticiper nos seniors à imaginer ce que sera leur vie après. Ça me paraît très important. Je pense chez L'Oréal désormais, on y passe et on y met beaucoup plus attention. Je dois être honnête là-dessus, qu'on ne le faisait peut-être il y a 15 ans. Sachant qu'on a effectivement, comme ça a été mentionné dans les autres cas, 3 dispositifs principalement. Le mécénat de compétences, bien sûr, et qui nous permet justement là aussi d'amener certains seniors à faire bénéficier de leur savoir, de leurs compétences auprès d'associations, d'ONG, de start-up avec lesquelles on collabore. Et moi, je m'aperçois qu'il y a plein de cas vraiment intéressants. J'étais dans un board la semaine dernière avec différentes start-up et qui recherchent aujourd'hui des savoir-faire de seniors. Et ces mêmes seniors sont très intéressés pour justement, après une carrière chez L'Oréal, effectivement découvrir ce monde des startups. Donc il y a des choses vraiment intéressantes à construire. Donc le mécénat de compétences,
Le CPF de transition pro, donc le contrat de professionnel de formation, et qui là aussi nous permet en fait de préparer, de former les gens à leur activité après leur départ de chez nous. Et donc ça, c'est quelque chose dans lequel ils peuvent abonder et participer. Et puis enfin, dernier point, c'est aussi, on a renforcé tout ce qui est bilan de compétences pour aider là aussi nos seniors à imaginer et définir ce que sera ou ce que peut être leur projet de vie après. Et enfin, dernier point, on les coach. On les coach aussi pour aller au contact de leurs futurs employeurs, ou en tout cas être en capacité de mieux définir aussi ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, on renforce pas mal les moyens dans ce domaine-là. Donc, il y a vraiment, c'est vrai, plus d'attention, plus d'efforts, plus de temps porté à cette partie-là qu'avant, et c'est tant mieux, et je crois que c'est très important. Et puis il y a un troisième sujet, on a parlé des jeunes, de ceux qui vont partir, et puis il y a aussi, dans l'entreprise, dans sa vie quotidienne, les échanges entre générations. Comment aussi créer une belle et puissante osmose entre ceux qui arrivent et ceux qui sont là depuis plus longtemps. Là aussi, on porte pas mal d'attention au mélange des équipes, notamment dans les projets qu'on mène, à effectivement équilibrer les expertises entre les jeunes et les plus seniors, et puis même à aussi créer des instances d'échange entre ces différentes générations. On participe au programme Octave, que vous connaissez peut-être, avec Danone, qui notamment apprend à différentes générations au sein d'une même entreprise à échanger sur leur façon de voir leur métier, leur façon de voir leur vie au travail. C'est toujours assez intéressant, et ça permet du coup là aussi de resserrer les rangs, créer plus de solidarité et de fierté d'appartenance. Un grand merci, Hervé. Christian de la Brélie, bonjour. Christian. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons très bien. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Céline. Donc oui, bonjour Christian. Pour ma part, en tant que Clésia, assureur d'intérêt général. Alors pourquoi nous parlons d'assureur d'intérêt général? Pour la simple et unique raison que notre seul et unique métier n'est pas de s'occuper d'être assureur de biens, mais bien et seulement de protéger des personnes en tant que complémentaire santé ou prévoyance lourde d'actifs comme de retraités, puisque nous avons une délégation de service public sur lequel nous servons une retraite du secteur privé à Girarco à un peu plus d'1 800 000 retraités, et avec une entrée en retraite d'un peu plus de 100 000 d'entre eux chaque année. D'un point de vue de l'entreprise, je rejoins en tant qu'employeur certes, mais de plus petite taille, à la fois les grands groupes qui viennent de s'exprimer sur toute l'action en tant que dirigeant que nous avons mis très clairement pendant cette crise sanitaire, sur l'action de ne pas baisser le niveau de contrat d'apprentissage, d'alternance ou de stage à des moments où nos jeunes sont vraiment complètement démunis dans ce dispositif. Le deuxième point, et le constat il est là malgré tout, le taux de chômage de nos jeunes de moins de 30 ans est à 21,6% à fin 2020 contre 9% pour la population française, et il n'est pas toujours sympathique de le dire, mais un pauvre sur deux en France a moins de 30 ans. De ces éléments-là, nous sommes, au titre de notre métier, un formidable poste d'observation sur un certain nombre de secteurs d'activité, et on voit là aussi que derrière les politiques publiques, et je salue les dispositions de Madame la Ministre, notamment en matière d'apprentissage que nous avions prôné à travers un autre cercle qui est celui de l'Institut de l'entreprise pendant de nombreuses années sur ce sujet-là, alors que nous avions un stock d'apprentis qui était de moins 20, moins 30 000 chaque année. Depuis l'année dernière, l'apprentissage en France est à un stock de plus 50 000 dans ce dispositif. C'est un élément fort. Est-ce qu'il est suffisant dans le temps? Il faut l'accompagner dans le temps, en dehors de cette crise sanitaire sur laquelle les jeunes sont peut-être les plus touchés. Et là, on voit dans ces politiques publiques une logique qui doit s'intégrer davantage à mettre en avant le rôle des entreprises, je le pense, et c'est ce que constatent les concitoyens, sur lequel
dans l'écosystème des acteurs de l'intérêt général, l'entreprise est de plus en plus plébiscitée par nos concitoyens. À ce dispositif, nous protégeons un certain nombre de secteurs et ces secteurs se bougent en tant que partenaires sociaux pour faire avancer les dispositifs de façon à justement aider ces jeunes pendant les situations les plus difficiles. Je pense à la fois au monde du transport, par exemple, lorsqu'ils gèrent des congés de fin d'activité transport, obligatoirement pour le départ d'un plus ancien, il y a une contrepartie d'embauche qui devient obligatoire. L'ordolibéralisme a quelques sujets positifs. Le deuxième point, je prends l'exemple de la branche hôtel-café-restaurant que nous protégeons dans son ensemble. Tout un travail a été mené au-delà de l'aide à la complémentaire santé, de faire que, par exemple, les apprentis aient leur protection sociale gratuite, c'est-à-dire qu'elle est assumée par l'ensemble de l'écosystème. Le deuxième point, comme on peut le voir au niveau du secteur intérim que nous protégeons, aussi bien pour le monde de l'hôtellerie, café, restaurant que sur celui de l'intérim, toutes les aides à la mobilité, le permis de conduire par exemple, est accompagné financièrement, intégralement par ces secteurs professionnels à travers des dispositifs de protection sociale. Donc c'est vrai qu'à travers ce poste d'observation, on voit que finalement le rôle de l'entreprise est de plus en plus actif dans nos dispositifs pour les jeunes, mais il est clair qu'à la suite de cette crise sanitaire, à la fois il doit s'inscrire dans la durée, mais doit être vraisemblablement démultiplié. Le dernier point, en tant qu'assureur de personnes, c'est la formidable opportunité que l'on constate, notamment à travers le bien vieillir et la démarche du départ vers la retraite, la préoccupation à la suite de cette crise sanitaire de l'accompagnement des personnes. Hein, je ne reviendrai pas à Émile Durkheim sur la différenciation du travail et de passer d'une société, d'une économie organique à une économie mécanique sur laquelle on n'est plus à s'occuper à la maison de nos plus anciens depuis quelques décennies, mais malheureusement nous sommes à 400 km de là et on requiert de plus en plus de services à la personne qui sont vraisemblablement dans les territoires et avec l'action que mènent de grands groupes. Je pense au président Valls avec tous les travaux d'évolution et de l'implication des postiers dans ce sujet de proximité, d'avoir des actions très fortes sur ces nouveaux métiers qui se créent, qui vont se développer et sur lesquels, en tant qu'acteurs de la complémentaire santé et de la protection sociale, on essaye de les promouvoir dans nos branches protégées. L'idée est peut-être là aussi d'avoir des impulsions de nos gouvernants, vraisemblablement à peut-être créer de l'impôt négatif, c'est-à-dire à aider ces secteurs dont les rémunérations sont plutôt faibles, pour pouvoir les développer et les diffuser plus largement de façon à répondre à la fois à des métiers qui s'inscrivent dans le temps, mais des métiers qui peuvent permettre de mettre tout de suite des jeunes sur le marché du travail et dans des métiers qui ne sont pas précaires, mais qui s'inscrivent dans le temps. Voilà, Sybille, très rapidement, à la fois le point de vue d'une entreprise et le point de vue d'un point d'observation que nous sommes en tant qu'organisme de protection sociale. Merci, Christian. Alexandre Viros, bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors on le voit, on a vu un certain nombre d'entreprises qui ont pris la parole, la Poste, Orange, la BNP, L'Oréal, garder des ambitions de recrutement, des politiques de stage et des politiques d'apprentissage. Vu d'Adecco, comment voyez-vous les choses actuellement? Comment ça se passe? Déjà, la spécificité de cette crise et de la façon dont elle est abordée, je crois, par les pouvoirs publics, si on la compare à celle de 2008 ou 2009, c'est que là où il y a plus de 10 ans, on avait beaucoup protégé le capital financier, là, il y a eu un choix collectif de protéger le capital humain. Et je pense que c'est une bonne chose parce que on voit quel est le prix économique, social et même démocratique si on ne le protège pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui, c'est que là où il y a des zones de risque, il y a une vraie zone de risque dans l'entrée dans l'emploi et puis il y a un risque au niveau de la sortie prématurée dans l'emploi. Donc il y a un risque si les jeunes ne rentrent pas ou jamais dans l'emploi et qu'on ait une génération Covid qui finalement ne démarre jamais et puis une génération Covid 2 qui serait sortie prématurément de l'emploi. Et je pense que
on est à une époque où il ne faut pas qu'un conflit intergénérationnel vienne se greffer à d'autres conflits. Puis le troisième point et là, c'est vraiment vu du groupe ADECO, c'est que je crois qu'on parle beaucoup d'emploi et finalement, nous, on aimerait plutôt parler de trajectoire professionnelle, de maîtrise de sa trajectoire professionnelle, plutôt que simplement de protéger de l'emploi. Donc voilà, dans les grandes idées, ce que nous voyons, et on fait écho, ça fait écho à certaines choses qui ont été dites jusqu'ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas senior versus junior, il y a ceux qui rentrent dans l'emploi, ceux qui sont avant la fin de carrière, mais qui ont plutôt 50 ans, puis ceux qui sont tout à la fin de leur carrière et que là, il faut emmener vers la retraite. Si on prend les jeunes, l'intérim, il faut le savoir, c'est 600 000 personnes, 600 à 700 000 personnes via le groupe ADECO qui sont mis à l'emploi chaque année et plus de 40% d'entre eux sont des jeunes de moins de 26 ans. Donc c'est une industrie, un secteur qui est très pourvoyeuse d'emplois tremplin. Nous, avec les jeunes, je pense qu'on a joué notre rôle comme d'autres entreprises à deux niveaux. D'abord au niveau du recrutement, on n'a pas relâché nos efforts, au contraire, on a continué de recruter. On recrutera cette année 8000 alternants. On est partie prenante du plan Un jeune, une solution comme d'autres entreprises. Hein, il y en aura plus de 5000. Et puis, on a mis en place un véhicule qui s'appelle le CDI apprenant. On embauchera 15 000 personnes. Un tiers d'entre eux seront des jeunes, vraiment autour de la formation. Ça, c'est la dimension recrutement, c'est faire rentrer dans l'emploi. Puis, un deuxième aspect qui est peut-être pas lié à cette crise, mais cette crise le met en avant, c'est que souvent, il y a un peu de conservatisme des employeurs quand il s'agit de recruter des jeunes. Et vous le savez, on fait beaucoup de recrutement et nous, l'une de nos autres convictions, c'est qu'il faut recruter autrement. On a un centre de formation des apprentis, on forme au recrutement en disant il faut, et surtout dans cette époque, recruter autrement que par la certification ou le diplôme qui va bien. D'ailleurs, je crois que c'est Fabienne qui le disait, c'est qu'en réalité, les compétences sont tellement sont obsolètes de façon si rapide que rester comme ça, arc-bouté sur la certification ou la formation d'origine, ça ne va pas. Donc c'est pour ça qu'on a cette approche qui consiste à recruter autrement, donc recruter sans CV, recruter autour des savoir-être ou des comportements, ce que les anglo-saxons appellent des soft skills. Et une fois qu'on recrute des gens, non pas en raison de ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils ont en eux, et ben là, on les emmène dans un parcours de formation, d'acquisition de compétences ou de montée en compétences, qu'on appelait tout à l'heure reskilling ou upskilling. Et ça, c'est pour les jeunes, et c'est important de garder cette dynamique et de les aider à rentrer sur le marché du travail. Puis ensuite, il y a cette deuxième partie, donc on passe maintenant plutôt vers les gens qui ont 50 ans. Là, la ministre disait quelque chose qui était juste. Elle dit, bon, le taux de chômage est plus faible chez ces personnes-là, certes, mais moi, pour le coup, je serais peut-être un tout petit peu plus prudent parce que je crains que jusqu'ici, c'est pour ça que cet échange est important, je crains que jusqu'ici, la question des seniors ait été un peu le point aveugle de cette crise, alors que je pense que malheureusement, beaucoup des seniors sont des victimes de cette crise. Et je pense aussi malheureusement, et c'est ce que les chiffres nous montrent, c'est qu'effectivement, même si le taux de chômage est plus bas, une fois qu'une personne senior est sortie de l'emploi, alors là, le retour à l'emploi, c'est le plus difficile possible. Et donc, c'est là qu'il y a un rôle à jouer, de la part des entreprises qui est, à mon avis, double. C'est celui de la préservation de la compétence et celui de la formation tout au long de la vie. Vous voyez, nous, on investit, moi j'ai voulu qu'on renforce nos investissements en formation cette année. On passe à 140 millions, c'est 20% de plus que l'année dernière. C'est pour les jeunes, certes, mais c'est pas que pour les jeunes. Je pense qu'il y a un sujet majeur qui est celui de la formation des seniors. Je pense qu'on devrait avoir un plan de formation massif des seniors dans les entreprises. Alors, ça pourrait prendre différentes formes, soit, je ne sais pas, via un fonds de transition pour les entreprises avec une incitation financière. Il y a une mécanique à inventer, mais c'est très important d'amener les seniors à une montée en compétences permanente et de les former aux bonnes choses. Parce que malheureusement, parfois, ils ne sont pas formés aux bonnes choses. Donc ça, c'est fondamental. Vous savez, 40% de nos compétences sont obsolètes au bout de 3 ans. Donc, quand vous êtes dans cette dernière ligne droite, c'est important, là aussi, de former les seniors. Et dans la chance donnée aux seniors, là aussi, il faut pouvoir les embarquer dans cette trajectoire de formation. Et donc ça, c'est pour ces personnes-là. Et je pense que là, la formation doit être au cœur. Puis enfin, il y a la toute fin de carrière qui est malheureusement, là encore, pas toujours suffisamment bien coordonnée ou animée par les entreprises, en tout cas en France. Nous, et là j'ai aimé ce que nous avons entendu, je crois que cette histoire de mentorat, cette histoire de mécénat de compétences, l'idée que
les plus âgés, pour dire les choses de manière assez concrète, les plus anciens dans les entreprises, et une vraie valeur à apporter en matière de préservation de la connaissance, de la compétence, de la culture de l'entreprise, qui va être un sujet majeur en période de télétravail de plus en plus généralisé, parce que comment on fait une culture commune quand on travaille chacun de chez soi? Je pense que là, il y a un rôle fondamental que les entreprises peuvent et doivent donner aux seniors en fin de carrière, de manière justement, et on boucle la boucle, à embarquer certainement les plus jeunes qui, eux, ont du mal à arriver. Donc, voilà en quelques mots, Sybille, comment nous, on voit les choses du côté du groupe ADECO, des choses positives dans les actions qui ont été initiées, des choses qui sont pensées, mais peut-être pas assez mises en œuvre, plutôt autour des seniors. Et là, je pense qu'il faut qu'on soit collectivement très conscient du fait que si ça reste trop longtemps le point aveugle, on va avoir un conflit intergénérationnel, et je pense que c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Un grand merci à tous. On a un peu rogné sur le temps, en fait, sur la table ronde et sur le débat. Moi, ce que j'avais envie de rappeler, parce que pour ceux qui n'ont pas pu y assister ce matin, on voit quand même que dans l'étude qui a été faite avec l'IFOP, la chaire de transition, Club Landois et Bayard, Jérôme Fourquet nous rappelait quand même ce matin que, en fait, dans la sphère privée, dans la question intergénérationnelle, ça se passe plutôt bien. À l'échelle de la nation, le tableau est un tout petit peu plus préoccupant. Vous le soulignez à l'instant, Alexandre, parce qu'il y a des intérêts qui divergent, notamment sérieusement sur des sujets économiques, sociaux et d'emploi. J'aurais envie qu'on revienne un peu tous ensemble sur ce point de la formation. Je ne sais pas qui voudrait reprendre la parole en premier. Alexandre Virot nous a cité, et c'est un point effectivement du Club Landois qu'on a déjà abordé. Philippe Val, sur la formation massive des seniors, que dites-vous justement sur ce point-là? Et sur ce risque d'angle? Bien sûr, c'est encore plus qu'un angle aveugle. C'est que du fait des transformations de notre propre entreprise et la disparition de la lettre qui était un élément clé de l'identité professionnelle des facteurs, on a depuis 10 ans investi énormément et on continue d'investir dans la formation pour les préparer à autre chose. Et donc, je trouve que il y a deux thématiques qui sont sorties des interventions des uns et des autres. La question centrale de l'âge. L'âge devient un élément clé de nos politiques, quelle que soit la façon dont on le considère dans l'entreprise. Mais on considère l'âge comme un élément de définition de nos politiques d'entreprise. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que chacun a parlé de l'obsolescence accélérée des connaissances. Et donc, dès lors constitue une communauté humaine, une entreprise, avant d'être un lieu de production, c'est une communauté humaine qui est dans un lieu de production. Eh bien, pour faire évoluer cette communauté humaine, il faut qu'on forme et qu'on lutte contre l'obsolescence de la connaissance à l'intérieur de l'entreprise. Donc, je trouve qu'on a fait émerger des thèmes très, très décisifs. Et ça se règle par la formation qui ne doit pas être que théorique, mais qui doit aussi être de l'expérience concrète. Et là encore, une manière d'alternance entre le théorique et le pratique à l'intérieur même de l'entreprise. Merci, cher Philippe. J'avais envie de réinterroger Marguerite et puis peut-être aussi Fabienne. On voit bien tout l'enjeu de cette formation, que ce soit du côté des jeunes, du côté des seniors. On voit bien toute l'intention que mettent les entreprises, la prise en compte de la situation. Moi, je suis admirative de tout ce qui est fait par les entreprises. Moi, j'aurais un point, c'est comment est-ce qu'on arrive un peu à massifier tous ces enjeux, tous ces choses qui ont été mises en entreprise, mais qui paradoxalement ne touchent pas tous les employés dans l'entreprise. Comment ça se fait? Le mécénat de compétences, Fabienne Dulac, comment réagiriez-vous? En fait, je pense que l'enjeu de la formation… Y a-t-il des freins? Alors, oui, il y a des freins. Et en fait, c'est là où je pense que ça challenge l'entreprise et les RH. On l'a dit tous, la formation, elle va toucher, et la capacité au final de rester employable toute sa vie, elle va toucher tout le monde. Peut-être un peu plus les plus seniors, mais elle touchera les jeunes aussi. Parce que
comme il y a une telle révolution, une telle transformation des métiers, je pense que Philippe Val le disait, c'est postier, il y a des jeunes et des moins jeunes. Donc au final, la transformation de nos métiers et la capacité de se former, d'apprendre à apprendre, de rentrer dans des logiques apprenantes, elle va peut-être être le point commun qu'on aura tous dès lors qu'on aura passé 2 ans dans une entreprise, même si on en a passé 20 ou 30. Et donc ça, c'est un point clé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les entreprises, il va falloir à la fois être capable de massifier des logiques de formation, tout en ayant une approche individuelle, puisque tout le monde ne partira pas du même point de départ pour aller à un point d'arrivée qui est celui d'adapter ses connaissances, ses compétences à une évolution des métiers et à une évolution aussi des activités de l'entreprise. Et c'est là où on voit au final de plus en plus, moi ce qui me frappe dans les fonctions RH quand je travaille avec elles, au final l'intégration de la BI, de la data aussi et de l'IA, dans la façon dont il va falloir qu'on approche des logiques de formation qui doivent amener chez Orange ces 50 000 salariés à en permanence évoluer et avoir des formations régulières et en même temps avoir des formations plus ou moins adaptées à ma situation. L'année dernière, on a lancé un grand chantier qu'on a appelé les PDI, ce sont des programmes de développement individuel. On a réussi sur l'année 2020, malgré la crise Covid, à établir un programme de développement individuel de 27 500 salariés. Et on a travaillé avec des outils de matching, justement, pour essayer à la fois de travailler de façon massifiée, mais en même temps individuelle, et aider à chacun se poser la question, quel que soit son âge, de quelles sont mes compétences d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait défaut, vers quoi mon métier, mon activité est en train d'évoluer. C'est pas la même chose pour un vendeur qui demain va faire de la visio dans des boutiques, parce qu'on voit bien que la visio est en train d'intégrer et que le vendeur, au lieu que le client vienne dans la boutique, c'est nous qui allons aller chez lui via la visio. C'est des phénomènes qu'on voit arriver en Chine. L'Oréal les connaît bien et on commence à les voir en France. Donc, tous les métiers vont bouger. Et c'est ça le challenge que l'on a. C'est aussi de fonctionner, enfin, d'apprendre dans nos métiers, et je pense que Alexandre aura le même sujet, à intégrer des technologies de matching qu'on connaît bien sur certaines activités, aussi dans la façon dont on va gérer nos équipes, nos collaborateurs dans cette logique de formation. Donc, on a quand même un challenge de transformation radicale. Un grand merci Fabienne. Marguerite, pardon. Pour la BNP, massifier la formation, les enjeux et les freins, quels sont-ils? Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense, c'est Hervé qui le disait, mais je pense qu'il y a un sujet d'exemplarité. On a tous besoin de se former et donc montrer qu'on y va tous, c'est très très important. Moi, je vois par exemple lundi matin, là, je participe à un escape game sur la data. On va jouer en équipe, on se mélange parce que c'est très important qu'on y aille tous. Je sais pas très bien quel résultat. Je suis pas sûre que l'équipe qui va me récupérer a beaucoup de. Je suis pas sûre d'être son meilleur atout, mais on y va tous et je pense que ça retire à chacun des complexes de le faire. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, on l'a dit aussi, hein, une entreprise c'est une communauté et il ne faut pas sous-estimer les ressorts de cette communauté. Moi je vois tout au long de l'année 2020 la manière dont nos organisations ont intégré de manière ultra rapide un certain nombre de choses. Je veux dire, quand on a mis nos équipes à distance en leur demandant d'utiliser très largement des outils de visio, des outils de e-signature avec les clients parce qu'on ne pouvait pas contractualiser, le upload de documents, etc. On l'a fait un peu en sautant tous dans la piscine ensemble, un peu à la va comme je te pousse, et en même temps, on l'a fait aussi avec énormément d'entraide entre collègues, et il y a des solidarités dans nos entreprises, il y a beaucoup de reverse mentoring, mais je vois à la fin de l'année 2020, on a fait une enquête Pulse pour prendre le moral un peu de chacun et voir comment on se sentait. 90% de nos collaborateurs nous ont dit qu'ils étaient à l'aise avec les outils à distance. Je peux vous dire qu'on aurait fait le même sondage au mois de janvier 2020, on n'aurait pas eu le même résultat. Donc, ça s'est diffusé, on est à l'image de la société, hein, de façon très virale, avec encore une fois beaucoup d'entraide entre collègues, mais de manière aussi très, très efficace. Et je le vois dans les cas, on a des réseaux dans l'entreprise, on a un réseau qui s'appelle We Generations qui organise du mentoring, mais aussi du reverse mentoring. Et voilà, je trouve que ça illustre bien ce qu'est aussi une communauté humaine dans une entreprise. Merci beaucoup Marguerite. Hervé Navelou, donc il y a un escape game organisé à la BNP si vous le souhaitez pour parfaire votre formation apparemment dès demain. Voilà. Et apparemment Marguerite a besoin d'aide. Marguerite,
Marguerite semble avoir besoin mais d'aide, vous donc rigolez, mais n'hésitez moi, pas. juste après cette table ronde, je vais également me former pendant 1 heure dans un webinaire organisé sur les sujets d'e-commerce dans lequel on est assez investi, mais qui évolue là aussi tous les jours. Je pense que personnellement, je passe à peu près 3 bonnes heures par semaine, tous les 15 jours, on va le dire comme ça, à m'upskiller, effectivement. Et non, moi, ce que je voulais peut-être rajouter à ce qu'on a dit, c'est par rapport à ce sujet d'employabilité. Je pense qu'un de nos challenges et de nos enjeux principaux va être aussi de convaincre l'ensemble de nos collaborateurs de la nécessité pour eux de le faire. Et donc, que ce réflexe-là, cette envie d'apprendre à apprendre, soit très forte chez eux. On peut développer tous les programmes possibles et imaginables, aussi personnalisés soient-ils. Il faut qu'eux-mêmes soient convaincus de l'urgence et de la nécessité de le faire. Et nous-mêmes, là récemment, on a fait un town hall avec l'ensemble de nos collaborateurs pour présenter un petit peu la marche du groupe, etc. Et on a dédié justement une partie de ce town hall à ce sujet-là, en essayant justement de leur faire prendre conscience que ça devait vraiment changer aussi à leur niveau. Souvent, nos équipes, et c'est normal, c'est humain, attendent de l'entreprise qu'elle fasse. L'entreprise a le devoir de produire et d'inventer ces modules de formation et cette politique de formation de plus en plus continue, de plus en plus massive. Mais encore faut-il qu'eux-mêmes soient totalement proactifs là-dedans. Merci beaucoup, Hervé. Alexandre, Christian, sur cette idée de convaincre nos collaborateurs. Alexandre, est-ce que justement chez Adecco, comment est-ce que vous réagissez? Quelle est la situation sur ce point, pardon? Oui, pardon. Non, mais j'écoutais attentivement ce que disait Hervé. En fait, je pense qu'on a quand même 2 catégories différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont finalement très à l'aise depuis leur enfance ou leur jeunesse avec la question de la formation, qui généralement ont eu le bon diplôme, qui allait bien au début et qui, tout au long de leur carrière, d'ailleurs, va fonctionner un peu comme une franchise. Et puis il y en a d'autres, et c'est souvent parfois le cas des gens très col bleu pour qui la question de la montée en compétences et de la transformation des compétences est cruciale. C'est des gens qui n'ont pas forcément le bon diplôme ou la bonne certification de départ. Et donc ça, ils sont un petit peu assignés à résidence sociale dès le départ. Et là, la question de la formation, elle est plus compliquée parce que ce que disait Marguerite justement, c'est qu'à un moment donné, quand on n'a pas le choix et que sa montée en compétences numériques devient une condition de fonctionnement et qu'on se rend compte que c'est pas si compliqué parce qu'en fait, ce qu'on vit avec son téléphone et ses applications, ça marche très bien. Et ben là, ça marche. Si on a une approche trop théorisante, trop scolaire de la formation, là on braque tout le monde. Et c'est pas un détail parce que c'est là souvent que le bas blesse. Vous savez, en France, il y a cette vieille question de la validation des acquis de l'expérience, qui est un vieux serpent de mer et qu'on n'arrive pas complètement à débloquer. Aujourd'hui, on reparle comme si on faisait une découverte majeure de formation en situation de travail, ce qui est jamais que le compagnonnage du paléolithique. Et là, on a des situations où on peut pleinement arriver à embarquer des gens qui ont été un peu isolés ou un petit peu sortis des processus de formation habituelle pour les réembarquer dans un apprentissage qui a du sens. Et c'est là que la notion de communauté humaine qui est une entreprise prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est au sein de cette communauté qu'on va se former avec, mais ça veut dire aussi, et ça c'est ce qu'on se disait à l'instant, ça veut dire aussi que les RH, les employeurs doivent accepter de changer de regard. C'est-à-dire c'est pas le poste, c'est pas l'emploi qui doit maintenant définir notre politique RH. C'est la question des trajectoires professionnelles et derrière ça, c'est qui sont les gens et pas simplement ce qu'ils font. Et donc ça, je crois que ça fait partie des éléments fondamentaux. Nous, on le voit chez Adecco, par exemple, quand il y a des gens de l'aéronautique, alors nous, c'est multi-entreprise, mais quand il y a des gens de l'aéronautique qui ont perdu leur emploi dans le bassin toulousain, mais qu'à partir de leurs compétences, qui sont de l'attention portée au travail bien fait, une espèce d'agilité manuelle, on peut les embarquer justement de l'aéronautique vers la fibre optique en disant « ayez confiance en vous, le problème, c'est pas ce que vous avez fait avant, le problème, c'est ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire. » Et une fois qu'on change de regard, qu'on change de focale, qu'on passe des hard skills aux soft skills, là, on réemmène des gens vers les emplois de demain. Et ça, je crois que malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire pour convaincre les employeurs d'aller dans cette direction, mais pour moi, c'est la solution qui s'impose. Merci beaucoup, Alexandre. Christian, vous voulez réagir? Oui,
Je partage ce que dit Alexandre, et on le voit en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, on a quoi? C'est nouveau, mais on a 4 générations en tant que dirigeants dans nos entreprises. On a les boomers, on a la génération X, la génération Y et bientôt la génération Z. Et on s'aperçoit derrière, au sein d'une même entreprise ou d'un même écosystème, que finalement, si on leur donne du sens dans nos métiers, l'évolution et la capacité d'évolution de chacun, elle est quasi infinie. Elle ne dépend pas d'un CV établi originellement par rapport à des diplômes qui dataient pour certains de dizaines d'années. Donc, si on arrive à donner du sens à nos actions, elles intéressent l'ensemble de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. Après, derrière la perception de la vieillesse, je reviens toujours à mon équation sur laquelle... pas tous les matins, mon fils m'explique que je suis un vieux papa, mais globalement, on a tous une perception de la vieillesse qui déroule dans le temps. Hein. La vieillesse, c'est la racine carrée de votre âge multipliée par 10. Vous faites le calcul, vous voyez qui est-ce que vous considérez comme vieux et qui est-ce que vous considérez comme jeune, mais ceci est une impression qui est dans le temps. Si d'un autre côté, on prouve en tant qu'entreprise notre utilité sociale en ce qui concerne Clésia, assureur de personnes, et qu'on embarque finalement nos collaboratrices et collaborateurs à la fois sur du mentorat pour les plus anciens vis-à-vis des plus jeunes, l'incorporation de jeunes dans des logiques qui ne sont pas évidentes, notamment de nos alternants en télétravail, mais aussi d'autres sujets. Nous n'avons pas parlé de toute la problématique du traitement de personnes en situation de handicap, de retour au travail de femmes post-50 ans qui l'avaient abandonné pendant une décennie, voire plus, pour repartir de l'avant et qui avaient perdu cette formation, entre guillemets, initiale. On voit que dans toutes les actions, les capacités de chacun et chacune, quel que soit le niveau hiérarchique de l'entreprise, sont assez pushing. Et comme le disait tout à l'heure Marguerite, avec quelle vitesse finalement nous avons su embarquer derrière des logiques numériques du jour au lendemain, après la sidération du 14 mars, eh bien, nos collaboratrices et collaborateurs sont partis d'une logique en présentiel sur laquelle ils se sont adaptés très fortement sur une logique de numérique, alors qu'on pensait que ça n'allait pas passer. Et ça s'est très bien passé. Donc je suis assez optimiste par rapport à ces sujets-là. La seule attente, c'est peut-être qu'on puisse doubler nos moyens encore, alors que l'entreprise, vis-à-vis des concitoyens, est considérée vraiment comme porteur d'intérêt général. Voilà, alors, un grand merci à tous. Un grand merci à tous. Donc, anticiper les trajectoires professionnelles, former et notamment massifier toutes les politiques de formation pour tous les collaborateurs. On est en droite ligne avec effectivement les attentes du Club Landois et je m'en réjouis. Je laisserai bien à Philippe Val les 3 minutes de fin puisque j'ai un rappel répétitif, en tout cas sur le timekeeping. Il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas qui, mais sinon j'aurais bien aimé que Philippe conclue par rapport aux différentes interventions. Écoutez, d'abord, merci beaucoup de ça, Sybille. Je crois qu'on a tous mis en exergue l'importance de l'âge et le fait que pour comprendre nos salariés et nous occuper d'eux, cette dimension de l'âge est essentielle. Deuxième, vous avez tous insisté avec beaucoup, je trouve, d'éloquence sur l'idée qu'il fallait lier les générations à l'intérieur de l'entreprise, que c'était quelque chose de clé. Et j'ai beaucoup aussi été impressionné par tout ce que vous avez dit sur l'économie de la connaissance, la nécessité de nous former nous-mêmes, la nécessité de former en permanence les salariés, c'est un des très grands enjeux. Je voudrais pas complètement fermer le débat. Il me semble qu'autour du télétravail se joue aussi l'enjeu de la communauté que nous formons avec nos salariés. Et je dois dire que je ne considère pas que c'est le télétravail principalement qui a été le facteur de la réussite de notre riposte à la crise l'année dernière. Je considère que c'est l'engagement et la volonté de se mobiliser en situation de crise, c'est-à-dire la solidarité plus encore que le télétravail. Et pour nous dont le métier c'est la relation humaine, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas dissoudre les collectivités humaines de travail. Et si on veut que les jeunes et les vieux puissent s'épauler, il faut quand même qu'ils puissent passer du temps ensemble autrement que dans des réunions Teams.
Donc, bienvenue au télétravail, mais quand même priorité l'interaction générationnelle et humaine. Voilà mon petit clin d'œil de fin, si j'ose dire, Sybille. Un grand merci, cher Philippe. Un grand merci à tous. Le timing de la fin vient de sonner. Je dois introduire en plus de ça la prochaine table ronde qui est un débat entre jeunes et anciennes générations avec une projection de vidéo réalisée par le groupe Bayard et la chaire de transition démographique, transition économique. Restez avec nous. Un grand merci à tous. La crise sanitaire a eu un impact surtout par rapport à ma santé qui s'est dégradée parce que tous les soins ont été arrêtés. Ma maladie, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos. J'ai plein de symptômes. J'ai de la dystonie, ça c'est les contractions involontaires des muscles, des douleurs chroniques, la fatigue chronique, des migraines, des soucis digestifs. Quand j'ai appris que les soins étaient arrêtés, d'un côté je comprenais parce que voilà, tout le monde avait peur. Et d'un autre côté, au début ça allait, mais petit à petit ça s'est dégradé et les soins reprenaient pas. En fait, dans un premier temps, on s'est dit mais il y a que les malades du Covid quoi. Mon organe n'a pas eu ses soins depuis 1 an, elle ne marche plus. Et elle souffre de plus en plus. Avec mon mari, du coup, on s'est arrangé par rapport à nos horaires différents. Lui travaillant de nuit, donc le matin il dort jusqu'à 13h30, 14h30. Donc pour nous, oui, c'est sûr, c'est plus de stress parce que quand je rentre déjeuner, je l'ai retrouvée au lit parce qu'elle ne pouvait pas se lever. Donc j'ai aidé à se lever, il fallait que je prépare à manger. Je suis aide-soignant de nuit. Je travaille dans un foyer pour adultes handicapés. Moi, ce qui me faisait peur, c'était de ramener le Covid à la maison. Par rapport à Morgane, il y a des activités que je faisais avec elle, comme aller au Poney Club 1 fois ou 2 fois par semaine. Ça nous a manqué, puisqu'on ne pouvait plus y aller au Poney Club non plus. Au niveau moral, c'est ne plus voir personne, à part mes parents. Donc voilà, même si on s'entend très bien, je discute d'autres choses avec ma sœur ou avec ma meilleure amie ou mon AVS. C'est pas le même relationnel quand même. C'est une frustration de pas les voir parce que voilà, j'ai un exemple, c'est mon meilleur ami. Voilà, il a pris son appartement. On devait se retrouver pour la crémaillère quoi. Et puis non, ça s'est pas fait parce que on pouvait pas. La pandémie lui a coûté l'aspect social pour la famille, c'est sûr. Ouais. Un manque de discuter avec des personnes, d'échanger certaines choses, des repas, des apéros, oui, il manque quelque chose, c'est certain. Ouais. Tous les jours, je travaille, donc de toute façon, j'ai des contacts avec des fournisseurs, des collègues. Je passe du temps au téléphone, j'ai des échanges. Mais Morgane, qui ne voit personne, c'est totalement différent. Elle échange avec personne. Moi, je suis un passionné de vélo, donc on ne pouvait plus rouler en groupe, donc on ne pouvait pas aller à plus d'1 kilomètre de la maison. Heureusement que j'avais mon home trainer dans la cave, et puis j'allais passer 1 heure dessus pour me calmer un peu, et puis après ça allait mieux. Non, c'est pas une étape comme les autres. On est obligé d'être soudés, on n'a pas le choix. On se projette toujours le jour, on ne sait pas du tout, c'est toujours stressant de toute façon, parce qu'on ne sait pas justement si les soins vont être arrêtés à nouveau. Donc c'est pour ça que justement le neurologue qu'on va voir à Rouen, qui soigne Morgane par des stimulations, par une machine, on fait une cagnotte en ligne pour acheter la machine à Morgane, parce qu'on n'a pas le choix pour pouvoir la soigner justement correctement à la maison. Par rapport à l'avenir de Morgane, on ne peut pas être serein parce qu'on ne sait pas de quoi va être demain. Donc, quand Morgane va bien, nous on va bien automatiquement. Quand Morgane ne va pas bien, c'est sûr que nous on ne peut pas aller bien non plus. Le télétravail se passe plutôt bien en général. On est tous en télétravail. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas de bureau. Donc du coup, on est obligé de se répartir un peu dans des pièces de la maison. Donc il y a ma mère dans le salon. Et après, on est chacun dans une chambre. Ça me permet de dormir 1 heure de plus tous les jours.
de pouvoir travailler en pyjama, de pouvoir être chez moi, sortir faire des courses entre midi et 2 si j'ai le temps, et gagner du temps le soir, pouvoir faire ma séance de sport juste après avoir fini de travailler. Enfin, je gagne au moins 2 heures par jour, voire plus. Ma chambre est devenue donc un bureau et une chambre de yoga, plus ma chambre de sport à moi, ma salle de sport à moi. Je ne suis pas revenue au bureau une seule fois depuis le 17 mars. Ça me manque, le côté social, ne pas voir les collègues, pas pouvoir discuter, pas de réunion, c'est difficile. Bah non, c'est pas marrant. On s'est retrouvés dans une situation avec Isor où j'avais une réunion un matin hyper important à 8 heures et où elle était prévenue, mais je l'ai obligée à se lever, à sortir de sa chambre, à me libérer, le reste de la famille à se taire, à ne pas se servir d'Internet pour être sûr que moi j'aurais toute la bande passante. Alors ça arrive pas souvent, donc c'est des moments qui font sourire finalement. Avec le recul, on en rit et c'est des souvenirs. Ça va être des souvenirs du confinement. Le week-end, j'étais presque jamais là. Et depuis la crise, on passe quand même presque toutes les soirées ensemble. Et ça va vraiment changer. Enfin, je sais que moi, ma mère, dès l'annonce du premier confinement, était contente parce qu'elle nous voyait. Elle nous l'a même dit un soir qu'elle était contente parce qu'avec mon frère, elle nous voyait beaucoup plus. Pour le coup, je pense pas que ça va perdurer. Peut-être un peu, mais pas. Enfin, je sais que à partir du moment où j'aurai l'occasion de sortir, je sortirai, quoi. La vie va reprendre peut-être son cours normal et que ça va être les gens, les enfants, les plus âgés, les gens, tout le monde attend ça. Comme on va quand même avoir une vie il va y avoir un après-Covid, donc la vie va quand même changer. Peut-être qu'on va mieux intégrer ces moments tous ensemble à la maison, pouvoir profiter un peu plus les uns des autres. Je fais plutôt au jour le jour pour l'instant. J'ai un peu arrêté de me projeter, même pour mes vacances d'été, j'y pense même pas. Je me dis qu'on verra quand je serai vaccinée, qu'on pourra revivre et qu'on pourra sortir, etc. En fonction de ça, je verrai ce que je ferai, mais non, je me projette plus trop. Je suis pas trop inquiète pour le futur. Je pense qu'à un moment, on va quand même pouvoir retrouver notre vie, même s'il y aura des changements et que ça sera, on fera avec. Non, je suis pas vraiment inquiète pour l'avenir de ma fille ou de mes enfants professionnellement. Ça continue comme avant. Moi, dans ma société, on continue à embaucher des jeunes, en stage, en CDI, en CDD, en CDI, en première embauche. Et je dirais même qu'on en a besoin plus que jamais. Donc, je me dis que ma fille, qui va arriver sur le monde du travail dans 6 mois, 1 an, elle va être dans cette situation.